monsieur, bonsoir. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise, dont voici les principales articulations. La task force pour l'employabilité des jeunes au Togo s'active pour permettre aux jeunes d'avoir accès aux 20% des marchés publics annoncés par le chef de l'État en début de cette année. Et cet après-midi, la force a rencontré la presse pour lui faire le point des activités déjà entamées. Du côté du ministère de l'économie, l'heure est à la revue des différentes réformes mises en œuvre dans tous les départements. Il est question de les analyser pour mieux gérer les ressources de l'État durant cette année 2018. Et puis, en 2017, des avancées ont été enregistrées dans la lutte contre le paludisme au Togo. C'est ce qu'on retient de l'enquête sur les indicateurs de la maladie, même si des efforts restent toujours à fournir. À découvrir tout de suite dans cette édition. Voilà pour les titres, une fois encore, bonsoir. D'abord, le chef de l'État-fort Essozimna Nyazingbe a échangé ce jeudi avec la représentante résidente du système des Nations Unies et du PNUD au Togo. Madame Kardiata Londiaï, en fin de mission dans notre pays, est allée faire ses adieux au chef de l'État tout en notant et saluant les efforts et avancées louables réalisés par le Togo dans le processus de développement. Des efforts que Madame Kardiata Londiaï a noté, a enregistré également depuis son arrivée au Togo en 2011. Nous l'écoutons au micro de Arnaud Kiliou au sortir de l'audience. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'occasion de la fin de ma mission au Togo en tant que coordonnateur résident des activités du système des Nations Unies et représentant résident du PNUD. Je suis venu saluer le chef de l'État et exprimer toute ma gratitude et celle de l'ensemble de l'équipe du système des Nations Unies au Togo pour tout le soutien dont nous avons bénéficié dans l'accompagnement de notre mission. Et personnellement, en tant que chef de mission des Nations Unies au Togo, je tenais à exprimer cette gratitude toute particulière pour les excellentes relations qui ont été entretenues, développées, renforcées tout au long de mon séjour au Togo, mais également de façon plus générale pour l'excellence de la coopération entre le système des Nations Unies et le Togo. Je finis ma mission dans un contexte où j'ai eu à constater les progrès énormes que le Togo a accomplis en 6 ans. Je suis arrivé ici en 2011, nous sommes en 2018, des progrès importants ont été enregistrés par le Togo et je pense que les partenaires au développement ont senti tous ces efforts et vous voyez, la situation d'aujourd'hui en termes de partenariat n'a rien à voir avec ce qu'elle était en 2011. Les partenaires se sont multipliés pour accompagner justement ces efforts de développement, de progrès, de paix et de stabilité. Je ne peux en fin de mission que souhaiter le meilleur, des progrès encore plus importants pour le Togo, pour son développement, pour la paix, la stabilité. J'ai foi dans le génie du peuple togolais. J'ai foi dans l'avenir du Togo. C'est un pays important dans la région ouest-africaine. Quand nous regardons le Togo, nous voyons aussi tous les pays de l'Interland dont le développement dépend aussi du port de Lomé. Donc nous ne pouvons souhaiter que paix, prospérité, stabilité pour le Togo, pour que notre sous-région continue d'avancer dans la paix et la prospérité. 20% de marchés publics réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs.
Le chef de l'État l'a annoncé lors de son adresse à la nation le 3 janvier dernier. C'est une mesure prise pour créer les conditions favorables pour un développement inclusif et de promotion de l'emploi et au-delà pour lutter contre le chômage et la pauvreté. 3 mois après l'annonce, les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de cette mesure font le point à la presse du chemin parcouru afin de passer à la phase opérationnelle. Et c'était au cours donc d'une conférence de presse qui a réuni toute l'équipe de coordination appelée Task Force, présidée par la ministre en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Madame Victoire Tomega Dogbe. Le compte rendu de la rencontre avec Serge Tastom et Augustin Kossi. Des conditions mises en place pour un développement inclusif au Togo, la mesure de 20% de marché public est un facteur de promotion des petites et moyennes entreprises, notamment celles portées par les jeunes et femmes. C'est une opportunité offerte par le chef de l'État et qui devra à terme contribuer à la réduction du taux de chômage et au développement de l'entrepreneuriat au Togo. 3 mois après le lancement de cette mesure, la création d'une task force devra coordonner les opérations a permis à plus de 1300 entrepreneurs, dont 24% de femmes, de se faire enregistrer et d'être formés aux procédures de soumission et d'exécution des marchés publics. Nous sommes le premier groupe qui a bénéficié de nombreuses formations. On a fait 5 jours dans 5 modules sur le renforcement des capacités dans nos entreprises. Ceci m'a donné une visibilité désormais pour élaborer un appel d'offres concurrentiel pour le gagner. J'apprécie et je loue fortement et je dis grand merci à notre président Fort Eswazimna Nyasingbe qui a pensé vraiment aux jeunes et aux femmes que nous sommes dans cette mesure d'accompagnement. Les années passées, c'est les grandes entreprises seulement qui maîtrisaient ce circuit pour pouvoir gagner les marchés publics. Aujourd'hui, on nous a appris la veille commerciale, comment être au courant des marchés et comment pouvoir soumissionner, monter des offres concurrentielles. Donc déjà avec cette mesure, moi j'ai été consulté 2 fois et avec cette veille commerciale, j'ai eu à visiter pratiquement tous les plans de passation de marché qui sont attribués aux jeunes. La task force a réfléchi, on a mis en place tous les instruments nécessaires, dont le guichet unique. On a créé un site web pour pouvoir leur permettre, en fonction de leurs compétences, de s'enregistrer. Donc l'ARMP, en relation avec la DSMP, renforce les capacités des jeunes inscrits de manière à ce qu'ils sachent qu'est-ce que c'est que la commande publique et comment monter une offre qui ne va pas faire l'objet de rejet. La task force a aussi travaillé à l'identification de la cible et au diagnostic des difficultés rencontrées par cette dernière à accéder au marché public. Également, un guichet unique dédié aux jeunes et femmes entrepreneurs a été créé pour les orienter en matière de délivrance des pièces exigées. Et le processus est allé plus vite que prévu. Le ministre chargé de la jeunesse et de l'emploi des jeunes évalue les résultats et mesure l'ampleur des tâches. La mesure que le chef de l'État a eu à lancer donc il y a quelques mois ne fait que matérialiser cette volonté politique d'investir dans la jeunesse, de multiplier les opportunités pour que cette jeunesse puisse s'épanouir, pour assurer l'inclusion de la jeunesse. À ce jour, ce travail a été fait. Les plans de passation de marché ont été soumis à la DSNP. Les plans de passation qui ont été soumis, qui réservent les 20%, se chiffrent déjà à 26 milliards de francs CFA. Et nous pensons que le montant qu'on devrait atteindre cette année devrait se situer autour de 40 milliards de francs CFA. Une autre préoccupation sur laquelle la task force a eu à travailler, c'est la définition de la typologie des marchés. Parce que quel type de marché on peut permettre aux jeunes de réaliser. Il y a eu également quelque chose d'important, c'est le zonage des marchés. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il faut donner la chance à tous les Togolais, où qu'ils se trouvent. Un des soucis du chef de l'État, il faut simplifier la vie aux jeunes. Il faut lui faciliter la tâche. Le jeune qui veut gagner sa vie, on ne doit pas le fatiguer. Et ça également, ça nécessitait la mise en place d'un guichet unique pour faciliter l'obtention des documents nécessaires à la soumission et à l'exécution des marchés publics. Le but de ce guichet unique, c'est vraiment de regrouper en un seul lieu. C'est One Stop Shop, tous les services administratifs qui sont concernés. Ce guichet entrepreneurial des jeunes et femmes est ouvert il y a quelques semaines.
Il a déjà permis à des centaines d'entrepreneurs d'être orientés et d'effectuer les opérations en moins de 72 heures. Les prochaines étapes seront consacrées essentiellement au dispositif de facilitation des garanties et facilité de caisse, à l'ouverture d'autres bureaux à Kara et à Takpamé, l'interconnexion numérique des structures représentées au guichet, de même que l'ouverture des points d'information dans les maisons des jeunes. Et c'est toujours dans cette vision que le ministère de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative a organisé une journée consacrée à la sensibilisation sur les opportunités d'emploi et à la dissémination de la carte de potentialité d'emploi des jeunes et des femmes. Une séance d'échange entre jeunes, femmes et responsables de structures concernées pour mieux s'approprier les mécanismes mis en place par le gouvernement dans l'optique de réduire le chômage et la pauvreté par le développement des opportunités d'emploi. Les précisions avec Gérard Lagoudou et Félix Semdacha. Acquérir un emploi décent est ce à quoi aspire chaque jeune qui finit ses études. Mais quelles sont les opportunités d'emploi qui s'offrent aux jeunes diplômés togolais et quelle est la carte de potentialité d'emploi des jeunes et des femmes? Des milliers de jeunes formés et mis sur le marché de l'emploi au Togo doivent le savoir. Un exercice de communication que le ministère en charge de la fonction publique se fait le devoir d'effectuer pour faire découvrir aux primo-demandeurs d'emploi et au public togolais les opportunités d'emploi et les secteurs porteurs. C'est le sous-emploi qui est élevé au Togo. Le chômage, même le taux de chômage est 3,4%. En cumulant le chômage qui est de 3,4% et l'autre qui est autour de 23, autour, ça fait 28%. Donc, notre problème au Togo, c'est le sous-emploi. Pourquoi le sous-emploi? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont nantis des diplômes. Vous voyez, les licenciés, les gens ont la maîtrise, les gens ont le doctorat. Mais la plupart se déversent dans des activités périlleuses qui ne répondent pas à leur profil. C'est là le sous-emploi. L'État a mis en place des structures telles que l'Agence nationale pour l'emploi, qui est une structure opérationnelle pour accompagner tous ceux qui sont à la recherche de l'emploi, pour les accompagner dans la mesure que leur insertion soit facile, pour les accompagner à créer soi-même leur emploi ou à identifier les emplois salariés. La seconde chose, l'État a mis en place des fonds tels que FAEJ, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes. L'État a ratifié la Convention 122 sur la politique de l'emploi. On a fait une étude comparative pour voir au niveau des régions nationales quelle est l'opportunité qui émerge. Et quand vous voyez la carte, l'opportunité qui s'est dégagée, c'est l'agriculture. Pour réduire le chômage, des efforts sont consentis par le gouvernement, mais il n'est pas le seul pourvoyeur d'emploi, raison pour laquelle le représentant du ministre en charge de la fonction publique a invité les acteurs à promouvoir l'auto-emploi pour mieux contribuer au développement socio-économique du Togo. Il a également salué les appuis multiformes des partenaires qui visent à réduire le chômage et le sous-emploi. Le ministère de l'économie et des finances a réuni ce matin à Lomé les représentants des différents ministères, services et institutions pour une revue de la performance à la fin décembre 2017. Durant 2 jours, ces acteurs vont analyser le plan d'action des réformes de la gestion des finances publiques et trouver des solutions si nécessaire pour gérer plus efficacement les ressources de l'État. Carmen Madjé à Kakpo pour le contrôle. Les réformes entreprises par le gouvernement togolais ont permis d'améliorer significativement l'économie du pays. Le budget annuel de l'État, par exemple, était de 300 milliards en 2005 contre plus de 1300 milliards aujourd'hui. Il est alors nécessaire de consolider la gestion des finances publiques afin de mobiliser plus de moyens pour financer l'économie. Il est donc prévu 2 revues chaque année en vue d'évaluer la performance de la gestion des finances publiques. Les acteurs présents à cette rencontre vont donc analyser la performance des réformes entreprises dans les départements ministériels et institutions de l'État à fin décembre 2017. Les réformes en 2017 se sont bien passées. Tous les départements ministériels aujourd'hui se sont mis à faire les réformes, de même que les institutions. Et aujourd'hui, nous allons évaluer pour voir où est-ce qu'on a été performant, où est-ce qu'on a été moins performant et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour corriger. Là, on est en train de
d'évaluer les réformes des finances publiques, la gestion des finances publiques, comment on mobilise les recettes, on rationalise les dépenses. Cette rencontre précède les travaux de la revue nationale qui se tiendra le 10 avril prochain à Lomé. Le gouvernement compte sur ces actions pour atteindre l'objectif de performance et de bonne gouvernance afin de hisser le Togo au niveau des standards internationaux. Cette revue a reçu l'appui financier de l'Union européenne. Santé à présent avec les résultats de cette enquête réalisée sur les indicateurs du paludisme au Togo. Il ressort des avancées en 2017 dans la lutte contre la maladie, mais le chemin reste encore long pour atteindre la vision de l'élimination totale de la pandémie d'ici à 2030. Sandra Diagwe, Komu, Boyode. Selon cette enquête, la première du genre au Togo en 2017, des efforts remarquables ont été notifiés dans la lutte contre le paludisme en s'appuyant surtout sur l'utilisation de moustiquaires imprégnés qui a connu une nette croissance par rapport aux années 2013-2014. De même, le traitement préventif intermittent chez les femmes enceintes est passé de 57% à 68% en 2017. Pourtant, des interventions restent à orienter en vue de faire face à la grande vulnérabilité chez les enfants de 6 à 59 mois. Le paludisme vraiment sévit, continue par sévir au Togo. Et les cibles les plus vulnérables, c'est les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Mais quand vous prenez les résultats de cette enquête, vous allez voir que nous avons fait des avancées. Si nous nous comparons par rapport à 2014, si vous voyez les résultats de l'enquête, les résultats disent que en 2014, les personnes disposant des moustiquaires étaient à 65%. Mais si vous prenez les résultats de l'enquête de 2017, nous sommes à 85%. Et si vous prenez par rapport à l'indicateur, les personnes ayant dormi sous la moustiquaire la nuit dernière, en 2014, on était à 34% et en 2017, nous sommes allés à environ 70%. L'objectif général visé est l'élimination totale de ce fléau d'ici à 2030 au Togo. Cette enquête réalisée par l'Institut national des statistiques et des études économiques et démographiques avec l'appui financier du Fonds mondial va aboutir à la prise des décisions plus efficaces en vue de l'atteinte des objectifs. Les choses se précisent dans le processus de réorganisation du parti Union pour la République. L'installation des bureaux cantonaux, communaux et préfectoraux du parti se poursuit. Ce soir, nous vous proposons de découvrir les dirigeants locaux des préfectures de Kloto, Hao et Est-Mono avec Lucassi et Rachel Aoko. Souci technique, je vous disais donc que l'installation des bureaux cantonaux, communaux et préfectoraux du parti Union pour la République UNIR se poursuit. Et Lucassi et Rachel Aoko nous font le point des cérémonies dans les préfectures de Kloto, Hao et Est-Mono. Voici les différents comités chargés de promouvoir les idéaux du parti UNIR dans le Hao. 32 comités de quartier, 8 dans les cantons, un comité de zone, 4 pour les communes et un bureau préfectoral ont été installés. Rassembler un grand nombre de militants au sein du parti UNIR, c'est l'objectif visé par les responsables UNIR Hao. Ils ont à cet effet présenté les nouvelles structures de fonctionnement du parti et les devoirs du militant dans sa localité. L'accent a été surtout mis sur la mobilisation pour les prochaines échéances électorales. Chaque militant dans sa localité doit observer la discipline partisane, c'est-à-dire les orientations, nos visions, tout ce que l'organe d'orientation aura décidé, vous devez le transmettre jusqu'à la base et fidèlement, il faut convaincre déjà la base. Ceux qui doutent, il faut leur dire de ne pas douter. Ceux qui sont contre, il faut les convaincre de savoir que quel que soit le vent, quelle que soit la direction du vent, ça tournera, ça reviendra à l'unir parce que c'est Dieu qui a voulu que l'unir soit. Les structures mises en place ont été sensibilisées
pour mobiliser nos militants jusqu'au fin fond des coins reculés du pays. Pourquoi? Pour gagner l'élection, ou bien les élections qui arrivent. En toute sincérité, ce qui s'est passé aujourd'hui, je suis convaincue que la victoire est déjà à punir. Tous les moyens nécessaires seront donc mis à la disposition de ces acteurs afin qu'ils puissent se rendre dans tous les recoins pour faire connaître à la population la vision prônée par le parti UNIR, celle du vivre ensemble et de la promotion des valeurs de paix et de cohésion nationale. La préfecture de Kloto enregistre également l'installation des différentes structures de base du parti Union pour la République UNIR qui devront se charger d'animer la vie du parti dans cette localité. Le comité préfectoral, composé de 9 membres, sera appuyé par les comités des 3 communes de Kloto, notamment Kloto 1, Kloto 2 et Kloto 3, mis en place aussi ce jour. Ces différentes structures, en plus de celles du mouvement des jeunes MJU et des femmes MFU, installées également à l'occasion de cette cérémonie solennelle, ont pour mission de répandre les idéaux du parti UNIR. La mission ne sera pas pour le bureau seul, mais pour toutes les femmes. Et nous dirons que les femmes vont œuvrer pour que les élections prochaines, nous les gagnons. Et aussi, les femmes vont éviter les luttes partisanes, les politiques d'exclusion, mais tendre la main à d'autres personnes. En tant que militant de ce parti, je demande à tous les militants de ma préfecture d'observer le même comportement, que les échéances qui arrivent, c'est 2020, qu'ils se mobilisent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons mis les comités aujourd'hui et nous leur disons, le message que nous leur passons, c'est que 2020, c'est maintenant. Nous avons salué la vision du chef de l'État qui voudrait résoudre les problèmes togolais à travers le dialogue. C'est pour ça d'ailleurs qu'en créant UNIR, il en avait fait appel à tous de venir pour apporter leur point de vue afin que nous puissions avoir des solutions idéales aux problèmes du pays. Le même message a été porté au comité préfectoral et communaux de l'Est Mono, ici installé. Les membres de ces comités ont été exhortés au travail bien fait pour relever les défis qui s'imposent à eux par rapport aux échéances électorales en vue dans le pays. La loyauté et la fidélité aux valeurs de paix, de cohésion sociale, d'acceptation de l'autre et d'unité propagée par le parti UNIR ont été rappelés aux militants et membres des différents comités. Je vais travailler en collaboration avec les autres bureaux cantonaux, locaux, pour qu'on puisse s'entendre dans la paix et non dans la violence. Parce que la violence ne conduit pas à une bonne preuve. Si un camarade a comme un acte, il faut qu'on l'appelle et ensemble on discute sans violence. Dans toutes les préfectures de l'Est du plateau, de la région des plateaux, nous avons procédé à l'installation de toutes les structures de notre parti. Donc notre slogan c'est 2020, c'est maintenant. Donc nous avons d'une façon simultanée installé les membres, les délégués de notre parti et nous nous mettons au travail. Les comités sont appelés à travailler en synergie avec les militants pour le rayonnement du parti UNIR et de ses actions dans leurs milieux respectifs. Et tout comme dans les autres préfectures, l'installation des bureaux cantonaux, préfectoraux et communaux du parti UNIR, Union pour la République, a été également effective à Agné et Dangpen en présence des militants et sympathisants du parti. Ces instances locales auront pour mission de vulgariser la vision du parti pour l'enracinement de la paix. Le compte rendu avec Silver Abdou et Nestor Mozo. Renforcer la dynamique des structures locales répond au renouvellement de ces instances axées sur l'installation des bureaux cantonaux, préfectoraux et communaux du parti UNIR, Union pour la République. C'est cet engagement que réaffirment ici les militants et sympathisants de la préfecture d'Agné pour témoigner leur soutien et accompagnement à la politique du chef de l'État. Face à cette mission, les membres mesurent déjà les enjeux et défis
à relever pour répondre à leur cahier de charge et atteindre les objectifs fixés. Le plus grand défi, c'est l'enracinement et la persévérance des acquis du parti dans notre préfecture, qui est celle de l'ANI. Pourquoi? Parce que depuis un bon moment, on avait senti des soubresauts qui est là, mais nous aussi avec l'appui de la mobilisation, nous espérons quand même compter sur les militants convaincus pour nous battre très dur, pour les échéances à venir. Outre les bureaux des mouvements de jeunes et de femmes installés pour la même occasion, ils vont servir de relais pour coordonner les activités du parti dans leur espace géographique, vulgariser la vision et les valeurs du parti relatives à la culture de la paix. C'est de travailler quotidiennement d'arrache-pied pour implanter le parti dans leurs localités respectives. En ce sens que pour les prochaines consultations électorales, le parti entend remporter de larges victoires. Donc les bureaux qui sont mis en place, les membres des bureaux doivent sensibiliser les militants, travailler selon les lignes directrices du parti et attirer les adhérents vers le parti pour que lors des prochaines consultations électorales, que le parti sorte gagnant. Après cette phase, suivra celle des comités de base qui seront également mis en place dans les villages pour servir d'organes de proximité, prenant en compte les besoins des populations et la mise en exécution des actions de développement local. UNIR dispose de comités dans toutes les préfectures du pays. Ces comités ont pour mission de coordonner les activités du parti au niveau local. Depuis quelques jours, l'Union pour la République a lancé un processus de redynamisation de ces comités. À partir de cette cérémonie à Gueringuka, les membres des comités cantonaux, communaux et le bureau préfectoral de Dankpen ont pris officiellement fonction. Ils sont chargés d'œuvrer au triomphe des idéaux de UNIR. Ils ont le devoir de travailler pour améliorer les performances du parti dans la préfecture. C'est un nouveau départ pour la préfecture de Dankpen, où chaque comité de base doit faire un travail très intéressant. D'abord, c'est de préserver la paix dans les villages, les cantons et dans la préfecture. Et ensuite, occuper le terrain. Puisque en ce moment 2018 jusqu'en 2020, c'est uniquement que des élections. Nous devions occuper permanemment le terrain. Les comités doivent travailler en équipe. Les points focaux sortants et les comités, chacun doit travailler en équipe. On dit souvent que c'est sur l'ancien code qu'on tisse la nouvelle. Donc nous devons faire des efforts. Nous sommes conscients de la lourde tâche qui nous attend. C'est de réconcilier les frères et surtout se préparer pour les prochaines échéances à venir. Nous l'avons déjà fait dans le parti et nous comptons toujours le faire. Nous pensons aller sur le terrain, s'assurer que au niveau de la base, tout le monde est apte à travailler pour le parti. Et surtout, sensibiliser la masse sur les idéaux du parti. Après cette cérémonie d'installation, les membres des différents comités bénéficieront du renforcement des capacités sur les statuts et règlements du parti pour leur permettre de mieux comprendre son fonctionnement et les responsabilités de chacun, étant donné leur place de pion essentielle dans le maillage du terrain politique au niveau local. Hors du Togo, les opérations de vote ont pris fin hier mercredi soir en Égypte après 3 jours d'un scrutin présidentiel où le taux de participation était le véritable enjeu pour le sortant Abdel Fattah al-Sisi, assuré de l'emporter faute d'adversaires crédibles. Et selon les premières tendances, justement, le président sortant aurait remporté le scrutin à 90% des voix. Yatta Aratel. Après 3 jours de scrutin présidentiel, l'actuel président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a obtenu plus de 90% des voix. C'est ce qui ressort des premières estimations publiées ce jeudi par la presse d'État égyptienne. Mais ce scrutin a connu une participation inférieure à 50% des inscrits d'après la même source. L'élection s'est déroulée avec la volonté populaire. Tout le monde est allé voter en sachant que le point de vue était le bon. Qu'ils élissaient un président pour la prochaine étape pour mener à bien son parcours et poursuivre les projets des 4 dernières années pour l'intérêt du pays et du peuple.
Élu en 2014 avec 96% des voix, Abdel Fattah al-Sisi, 63 ans, avait pour seul adversaire Moussa Mustafa Moussa, 65 ans. L'autre candidat, la plupart des gens ne le connaissaient pas. Il n'avait pas de programme électoral. Il ne se mettait pas en avant et il était candidat tout en soutenant Sisi. Alors pourquoi aurais-je dû voter pour lui? J'ai voté pour Sisi qui était assuré de gagner de toute façon. C'était un référendum, pas une élection. Bénéficiant de l'attention du peuple pour ses actions en faveur de la stabilité en Égypte après le soulèvement populaire de 2011, l'ex-maréchal est arrivé au pouvoir un an après avoir destitué l'islamiste Mohamed Morsi. Les résultats officiels seront proclamés le 2 avril prochain. Et nous sommes donc de retour en page nationale et sur ce plateau. Nous sommes jeudi, nous ouvrons la page des sports comme tous les jeudis avec notre ami Claude Ama. Claude, bonsoir. Bonsoir Annika. Claude, du 9 au 13 avril, notre capitale, Lomé, abritera la 13e réunion du bureau de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de l'espace francophone, en abrégé Conféges. Justement, Anita, dans ce cadre, le ministre en charge des Sports, Guy Madié Lorenzo, a signé hier après-midi à son cabinet avec le secrétaire général de la Conféges un cahier de charges portant sur les modalités d'accueil. Des précisions avec Jean Putois. Le Togo et la conférence des ministres de la jeunesse et sport de l'espace francophone Conféges s'engagent à travers cette signature de cahier de charges à assurer une bonne organisation à la 13e réunion du bureau de l'instance internationale. Assise prévue du 9 au 13 avril à Lomé. Le cahier de charges, c'est tout ce qui est disposition à prendre pour l'accueil, pour l'hébergement, pour le secrétariat, pour les autres attentes, pour que la réunion se passe bien dans les 5 jours. La 13e réunion du bureau de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports, la francophonie, va précéder le forum présidentiel de la jeunesse, qui va débuter juste 2 jours après. Finalement, nous sommes arrivés à un trait d'union qui nous permet que nous allons finir, et 48 heures après, juste le temps de ranger les locaux et de recommencer quelque chose d'aussi grand pour notre jeunesse. Comme avant-goût, cette 13e réunion du bureau de la Conféges se penchera, entre autres, sur la question préoccupante des droits de retransmission de la CAN et autres événements sportifs continentaux. La réunion va statuer sur un certain nombre de dossiers, notamment le fonctionnement normal. Il y aura l'adoption de la programmation de l'année 2018. Cette question de droit de retransmission des événements sportifs, qui est une préoccupation de l'ensemble des ministres africains. En développant, en faisant la promotion du sport, nous devons également donner de la visibilité à ce sport. Or, ce sont nos équipes nationales qui jouent, qui font le spectacle, mais d'autres personnes nous demandent de payer ce spectacle avant de le regarder. Le président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame, a pris le dossier en main. Il en parlera avec ses pairs lors du prochain sommet de l'Union. Créée en 1969, la Conféges est une institution de l'Organisation internationale de la francophonie qui s'occupe de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs. Place maintenant aux championnats universitaires qui ont démarré hier sur le campus de Lomé à travers une cérémonie d'ouverture riche en couleurs, Claude. Oui, Anita, un match inaugural de football, la FASEG, championne en titre, a disposé du CERFER 2-0. Résumé, Jean Kofi et DJ. Bonsoir. Bonsoir, c'est pas les... Bonjour à tout le monde. À travers le traditionnel défilé des équipes des différentes facultés et écoles de l'Université de Lomé et celles des établissements d'enseignement supérieur privé, le ton des championnats universitaires 2018 est donné en présence des autorités administratives et sportives. Ce n'est pas fair play. Et voilà, peut-être la remise et le direct. En match d'ouverture, le Centre régional de formation pour l'entretien routier CERFER en bleu n'a pas pu produire du bon jeu devant la faculté des sciences économiques et de gestion FASEG, championne en titre.
8 minutes de jeu ont suffi à la FASEG de prendre le dessus grâce à ce coup franc de Kankoué Patagnon. Dominés depuis l'entame, les techniciens en entretien routier n'ont pas réussi à égaliser. Ils ont plutôt encaissé un second but en deuxième période. 2-0, la FASEG est en voie de rééditer l'exploit. Ce début de championnat répond aux attentes des autorités universitaires de Lomé. La compétition, comme toute compétition sportive, donc, est placée sous le signe donc, de l'unité de nos écoles et facultés, de la fusion et de l'intégration de nos jeunes ou de la jeunesse estudiantine de façon générale. On est là pour se connaître, on est là pour familiariser, pour faire la fête. La grande messe sportive, ça ne peut être que du fair play. Oui, que les meilleurs gagnent et que les moins bons les accompagnent et qu'à la fin, nous tous, nous nous réjouissons d'avoir donc passé de bons moments ensemble. En dehors du football, le handball, le basketball, le volleyball, le tennis de table, les danses sportives et les arts martiaux sont également au programme. C'est pour mettre en place des équipes universitaires pour compétir sur le plan national et sur le plan sous-régional. Nous avons une compétition de la zone WOG, West Africa University Game, à Port-Harcourt en septembre. Et donc, à partir de ces championnats-là, nous mettrons en place des équipes pour compétir à ce niveau. Nos attentes, d'abord, faire un lobbying pour que ce que nous voyons comme infrastructure s'améliore, pour que les conditions d'organisation des championnats s'améliorent, et qu'à travers les championnats, les étudiants puissent s'ouvrir des débouchés d'emploi, donc devenir de grands athlètes pour notre pays et fournir la matière pour les équipes civiles comme pour les équipes nationales. La qualité y est, vous avez vu, et nous pensons qu'il n'y a pas un meilleur cadre de détection de talent autre que le milieu scolaire et le milieu universitaire. Tout notre vœu est que ce championnat se déroule dans de très bonnes conditions et que les meilleures équipes soient qualifiées pour la phase nationale. La Fédération togolaise de football et celle de basketball sont venues encourager l'organisation à travers des dons de matériel. Ces championnats prennent fin le 25 avril prochain. Et Claude, bouclons par l'Assemblée générale de la Fédération togolaise de tennis qui a eu lieu samedi dernier à Lomé. Oui, Anita, à l'issue des assises, c'est le président actuel Tagba Romain qui a été reconduit pour un nouveau mandat de 4 ans. Résumé, Martin Sandani, Mankoubi. C'est à l'unanimité des délégués présents à ce congrès que Romain Atafé Tom Tagba a été reconduit pour la 4e fois consécutive à la tête de la Fédération togolaise de tennis FTT. Le président sortant, qui était l'unique candidat à sa propre succession, a été plébiscité par un score de 12 voix sur 12. Romain Tagba, qui est à la tête d'un bureau de 9 membres, nous déballe ses priorités pour cette nouvelle mandature. Nous allons continuer par former nos joueurs. Nous voulons, avec le centre d'entraînement sport et études, nous comptons former l'élite. Et parallèlement, nous voulons vulgariser le tennis dans tous les contrées du pays avec le programme JTI, tennis des jeunes, où nous allons dans les clubs et dans les différentes écoles pour animer ce sport. Il faut d'abord intéresser la base et comme ça, il y aura la détection des meilleurs pour les former au niveau du centre sport-études. Les travaux de cette Assemblée générale ont été présidés par le président du CNO au Togo, Azad Kelani Bayor, qui nous donne son appréciation. Il faut que chaque fédération insérée dans nos rangs puisse organiser son AG. Donc c'est ce qui vient de se passer. Je suis heureux, je suis content parce que la respectabilité de nos textes, le respect des textes fondamentaux est mis en valeur au niveau donc de cette fédération qui fait déjà si bien non seulement ce congrès, mais il faut voir aussi les actes concrets que le président et tout son groupe posent ici et là. Quand il dit ici et là, sur le plan national, nous sommes sur un aire de jeu aménagé à dessein par le président et son groupe. C'est une très bonne chose qu'il faut encourager. Et je ne pense pas que ce soit l'argent du comité national, ni seulement de l'État. Donc lui-même, il sait lever les fonds, il sait comment il fait. Pour moi, c'est un magicien.
ce président est un magicien. Il nous met à l'aise et je ne suis pas gêné quand il est question d'organiser une compétition internationale ici au Togo. Les gens retrouvent toujours des sites tout à fait neufs, des sites qui répondent aux normes internationales. Plus d'une trentaine de délégués venus de Lomé et de l'intérieur du pays, notamment Anéo, Sokodé, Bassar, Kara, ont pris part aux travaux de cette Assemblée générale. À l'issue de ce congrès, la FTT a procédé à la remise de matériel aux différents clubs. Et Claude, une dernière information. Oui, samedi, Alfred Kolani sera au rendez-vous de Direct Foot avec ses invités. Merci Claude et on se retrouve jeudi prochain. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que, conformément à l'article 55 de la Constitution, la première session ordinaire de l'année s'ouvrira le mardi 3 avril 2018 à 9h au Palais des Congrès de Lomé, siège de l'Assemblée nationale. Et voilà, c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.